Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous politique sur la chaîne Au cœur de nos défis. Vous êtes bien à Surface de Vérité. C'est une femme révoltée, une femme engagée, une activiste de l'environnement et des droits humains, présidente fondatrice de l'ONG Terre Verte dans le fauteuil blanc ce soir. Je reçois pour vous Dr Elsa Garrido, présidente du Parti vert de Sao Tomé et Principe, candidate à la présidentielle prochaine dans ce pays le plus petit d'Afrique, archipel situé dans l'océan Atlantique, dans le golfe de Guinée, environ 300 km, je crois, des côtes occidentales africaines. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie infiniment. Félicitations et merci déjà pour le Faso d'Anfani, ça vous va très bien. Merci, je suis ravie et c'est un honneur au peuple burkinabé pour l'accueil depuis 2 semaines, très très agréable. Donc en forme de remerciement, je tenais à avoir un couturier le plus rapidement possible qui me concocte quelque chose qui corresponde un petit peu plus à mon profil, comme forme de remerciement à tous les Burkinabés, au Burkina Faso, pour l'accueil et pour la gentillesse et le calme qu'ils ont tous fait preuve. On a là une nouvelle ambassadrice de notre Faso d'Anfani, ce tissu. Espérons, oui. Modestement. Quand on parle Faso d'Anfani, on parle Thomas Sankara. On parle de Thomas Sankara. Il faut savoir que même les îles du milieu du monde, Thomas Sankara fait partie des héros du continent africain où ma génération, cette génération, accorde beaucoup d'importance. Les panafricains, on est parfaitement d'accord avec ce que disait Thomas Sankara, produire africain, consommer africain. Je dis ça parce que je sens l'âme révolutionnaire en vous. Justement, quand on parle de vous, on pense surtout à cette grève de la faim de 19 jours contre les OGM dans votre pays. Le jeu en valait la chandelle? Ça en vaut toujours la chandelle quand il s'agit de la vie des êtres humains. Ça vaut toujours la peine de se battre avec beaucoup de conviction quand il s'agit de santé publique. Surtout pour mon peuple, Sao Tomé et Principe, 200 000 habitants. L'agriculture représente encore 75% naturel. Nous avons d'autres besoins, donc ce n'est pas un pays où les gens meurent de faim. Donc les activistes de l'environnement, nous avons estimé que la priorité pour Sao Tomé et Principe, ce n'est pas d'introduire les organismes génétiquement modifiés. Et puis il y a des questions basiques qui se posent. Pourquoi des expériences alimentaires dans un pays où les gens ne meurent pas de faim? Il n'y a pas de misère, il y a la pauvreté, mais les gens ne meurent pas de faim, les gens ne sont pas dans ce besoin au point qu'on puisse aller toucher le génome alimentaire. Et puis, ça rentre dans le cadre de ce que nous, activistes, nous appelons la Troisième Guerre mondiale, qui n'est pas une guerre de tranchées, des armes à feu. C'est une guerre pour contrôler l'alimentaire, pour contrôler les ressources naturelles. Et nous, Africains, que ce soit sur les pays dans le continent ou les archipels, c'est notre devoir, notre génération, de faire très attention qu'on n'utilise pas notre peuple comme des cobayes, comme des rats de laboratoire pour servir je ne sais quel intérêt. Donc, pour répondre à votre question, la réponse est oui, parce qu'il s'agissait d'une question de souveraineté alimentaire. Il faut savoir que quand une grande multinationale touche au génome d'une espèce biologique, il y a ce qu'on appelle comment peut-on dire ça? Il a la propriété de ces semences. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'agriculteur voudra planter cette espèce-là, il doit toujours acheter. Donc cette espèce appartient à une multinationale. Donc on perd la souveraineté alimentaire. Je dis souvent, celui qui contrôle l'estomac d'un peuple contrôle tout un pays. Donc il est de notre devoir de faire très attention. Et quant à la grève de faim, ce n'est pas quelque chose qui devrait surprendre beaucoup de gens. L'histoire, le monde nous a démontré que la grève de la faim, c'est une arme politique, comme n'importe quelle arme politique. Après avoir terminé avec tous les recours, n'est-ce pas, administratifs, juridiques, et quand il n'y a plus de... Est-ce que c'était le cas? On est arrivé à cette absolument situation tout, où... absolument
avant tout, on a tenté le dialogue par écrit. Comme je vous disais, je viens du monde de la société civile, du monde humanitaire. C'est 15 ans de travail vis-à-vis des citoyens. Donc je ne faisais pas encore partie de la politique partidaire. C'était des groupes de citoyens qui demandaient tout simplement le droit de débattre et de savoir exactement quels sont les contours de ce projet d'introduction des organismes génétiquement modifiés, donner aux citoyens la possibilité de savoir exactement en quoi ça consiste, quels sont les risques, qu'est-ce que nous pouvons faire pour limiter les risques. Et à l'époque, cela nous a été refusé. Donc ça a commencé à toucher la liberté d'expression, la liberté de savoir. Donc je pense que nous sommes dans un monde aujourd'hui, dans n'importe quel pays, le peuple, il a minimum le droit de savoir ce qu'il va manger, hein, et le droit de questionner. C'est le minimum. Savoir ce que je vais manger, c'est un droit le plus basique. Et à l'époque, cela nous a été refusé. Nous avons tout tenté. Ça n'a pas marché. Et pour ne pas laisser mourir, n'est-ce pas, cette situation, en tant que Sao-Tomienne, patriote, oui, je me suis mise en danger parce qu'il faut savoir, quand on fait la grève de la faim, on risque la mort subite. Il y a des séquelles. Dieu merci, j'en ai pas eu, seulement la vue qui a baissé, et je remercie le ciel de m'avoir protégée. Beaucoup de méditation, et le projet a été retiré. Et mon peuple, au moins pour cette partie-là, nous retournons à l'agriculture biologique, sécuritaire pour tous les Sao-Tomiens, et pouvoir exporter dans le label d'excellence. Parce qu'il faut savoir que Sao Tomé et Principe produit le meilleur chocolat du monde. Donc ce n'est pas rien. Et nous devons absolument conserver le peu que nous faisons et augmenter le niveau d'excellence. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, alors, ça en vaut la peine, ça a valu la peine. De l'activisme donc dans la société civile avec des victoires, mais là apparemment ça ne suffit plus. Vous franchissez le pas pour la politique partisane. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pouvait pas rester dans la société civile et servir son pays comme vous l'avez déjà fait, avec des victoires comme je l'ai dit? Pourquoi avez-vous senti le besoin de franchir le pas? Ce besoin, il ne s'agit pas d'un besoin futile. Quand on est dans le monde humanitaire, c'est notre essence propre. C'est quelque chose que nous avons dans les tripes. Que je fasse de la politique partidaire ou que je sois élu pour un poste très politicien ou très politique, mon essence de base est l'activiste de l'environnement, des droits humains, etc. Donc c'est ce que j'ai en moi, l'humanitaire. Maintenant, pourquoi cette prise de décision ? Il faut savoir que quand on est dans le monde humanitaire, nous dépendons absolument des politiques qui sont votées au Parlement, dans le cas de Sao Tomé et Principe. Ce sont des politiques qui peuvent faciliter soit le travail de l'activiste, le travail de la société civile, ou alors des politiques qui peuvent être votées dans le but d'empêcher qu'on puisse avancer et contribuer positivement au développement du pays. Il faut savoir que certains gouvernements considèrent la société civile organisée comme des concurrents. Ça, c'est une vision très erronée de faire la politique. Aucun pays ne se développe uniquement qu'avec des ministres et des directeurs. Il faut de la veille citoyenne. Exactement. Donc la citoyenneté doit être active. Et ça passe aussi par des ONG, par des associations, par des citoyens très attentifs, par le culte du débat, ne pas sanctionner et pouvoir débattre librement sur tous les sujets. C'est comme ça, je pense, que nous pouvons faire avancer la démocratie et, par conséquent, développer notre pays. Sao Tomé et Principe, j'ai senti cette difficulté-là. Donc, on se retrouvait bloqué au bout d'un certain niveau. On se limitait à développer des petits projets dans les communautés. Et dès qu'il s'agit de changer des lois pour justement faciliter notre travail auprès de nos concitoyens, il y avait une difficulté. Ça, c'est le premier point qui m'a poussé
à passer au Cap supérieur. Le deuxième point très important, il faut savoir que Sao Tomé et Principe, ce sont 2 îles au milieu de l'océan Atlantique. Nous sommes dans le centre du monde. D'ailleurs, on est appelé les îles du milieu du monde. C'est des îles vertes avec une nature luxuriante. D'ailleurs, l'île de Principe a été classée patrimoine de l'UNESCO, patrimoine naturel de l'UNESCO. Nous avons tout ce qui est qu'on peut appeler la biodiversité, des espèces endémiques, qui veut dire des espèces qui existent qu'à Sao Tomé. Et d'après un magazine très, très fameux, Sao Tomé fait partie des 10 pays à visiter avant de mourir. Donc c'est pour vous dire que ça en valait la peine de créer un parti politique avec une idéologie claire, donc sur la défense de l'environnement. Vous savez que la question de changement climatique touche et touchera les pays qui sont en voie de développement. Le changement climatique ne se sent pas de la même manière en Espagne, en France, qu'en Afrique et les archipels. D'après une étude, si ma mémoire est bonne, si le niveau de la mer, si la fonte de la banquise continue à accélérer et si ça continue à fondre, le niveau de la mer, si ça monte de 1 mètre, voire 2 mètres, les archipels comme Sao Tomé et Principe, par exemple, vont avoir une diminution de leur territoire terrestre. Donc, les populations qui vivent en zone côtière ont absolument besoin d'être protégées, que nous puissions créer des zones tampons et ensuite créer des logements appropriés justement pour créer cette forme de résilience à toutes ces problématiques-là. Donc c'est bon d'avoir le pouvoir de décision pour faire tout ça. Pouvoir de décision et pouvoir surtout appliquer la politique du développement durable à tout prix. Nous ne pouvons pas continuer avec, grosso modo, je vais parler basiquement, excusez-moi, de quand nous avons des partenaires sociaux, des partenaires internationaux, on commence un projet, tout va bien, les bailleurs de fonds sont là, tout va bien, et quand le projet se termine, les bailleurs de fonds s'en vont, les partenaires s'en vont, et le projet meurt. Il faudrait absolument qu'on puisse former nos techniciens, les nationaux, ceux qui habitent dans l'île, pour donner continuité. Voilà. Et le développement durable, justement, consiste à appliquer cette méthode dans toute la sphère politique du pays, dans tous les secteurs. Donc, nous sommes partisans de la politique de développement durable, l'équilibre entre l'environnement, l'économie et le social, ça c'est primordial, et surtout, les ressources naturelles aux Africains. Sao Tomé et Principe, on peut le dire, c'est un archipel, c'est un paradis sur terre, on peut le dire ainsi, presque, et que vous voulez justement protéger. Petit pays, mais quand même justement riche, pétrole, mais pauvre aussi, non, également? On peut le dire comme ça? Il faut savoir que Sao Tomé et Principe a vécu une période... enfermement, ce serait très dur. On a vécu une première république qu'on peut appeler d'une dictature même légère, mais ça a duré 15 ans. Très peu de Sao Tomiens voyageaient, très peu. Voilà, c'était un pays vraiment fermé. Après, nous sommes passés à la Deuxième République avec la nouvelle constitution de la République qui permet le multipartidarisme. Et à partir de là, ça a commencé à surgir des partis politiques, la liberté de se réunir entre citoyens et créer des partis politiques à Sao Tomé. Mais surtout, très important, cette question que vous m'avez posée, c'est la question d'avoir le pétrole et avoir toujours la pauvreté à Sao Tomé et Principe. Comme je vous disais, la pauvreté, ce n'est pas une fatalité. C'est une question aussi d'attitude, de mentalité. Et le pétrole à Sao Tomé et Principe, ça, on en parle depuis pas mal de temps, il existe. Tout le travail est en train de se faire pour que cela puisse surgir. Mais depuis toutes ces années, depuis l'indépendance, Sao Tomé a toujours vécu de la pêche et de l'agriculture. Voilà. Donc l'espoir de tout Sao Tomien, c'est que finalement ce gisement puisse
commençait à porter ce fruit, et je pense, si je ne me trompe pas, ça commence à porter ce fruit, et j'en profite pour appeler au calme, même si nous sommes un pays pacifique. En tout cas, les activistes, ceux qui ont le sang d'activisme, on a presque peur d'avoir le pétrole dans notre sol, parce que nous n'avons pas beaucoup d'exemples des pays africains avec des ressources aussi importantes où le peuple en bénéficie, et on espère que Sao Tomé et Principe sera un exemple, et je crois en mon peuple, nous serons un exemple, nous allons y arriver avec des partenaires, avec des amis de Sao Tomé, avec des chefs d'entreprise, des panafricains, justement pour que les ressources de chaque pays africain, y compris Sao Tomé et Principe, puissent bénéficier en premier lieu les nationaux, le peuple en lui-même, qu'au moins le niveau de vie, la qualité de vie et le pouvoir d'achat puissent augmenter. Et nous avons une chance à Sao Tomé, parce que ce n'est pas une tare, n'est-ce pas, d'être le deuxième plus petit pays au monde, parce que nous avons les Seychelles, je pense, qui est le plus petit au monde, et après il y a Sao Tomé et Principe. C'est un avantage, parce que Sao Tomé et Principe se situe, si on veut parler de la géopolitique, elle se situe dans un endroit très stratégique, c'est le golfe de Guinée, c'est-à-dire la proximité avec tous les grands pays sur cette baie africaine, elle est incroyable. On est à 45 minutes du Gabon, on est à une heure à peu près de l'Angola, de Accra, on est à 1h20. Vous voyez du Nigeria. Donc, ça, il ne faudrait pas voir Sao Tomé et Principe en termes de territoire terrestre. Premièrement, notre territoire maritime, elle est 10 fois plus ou 1000 fois plus que le territoire terrestre. Et puis la situation géostratégique est très très importante pour n'importe quel pays qui souhaite développer, peu importe le secteur d'activité. Ça représente quand même des millions et des millions de consommateurs sur toute cette baie africaine. Donc notre pays est dans un endroit très très important, et les hommes d'affaires et les diplomates comprendront parfaitement ce que je veux dire. Donc notre petitesse... Tout y est pour apporter la prospérité aux Sao Toméens. Et pour vous, le problème, c'est quoi finalement? La gouvernance? La gouvernance, l'attitude. Comme je vous disais, nous, à Sao Tomé et Principe, nous avons une classe politique qui vient de la même école politique, c'est-à-dire depuis 1975, depuis notre indépendance, il y a une attitude ou un comportement ou une manière de faire la politique qui ne laisse pas beaucoup de marge à l'innovation, à la nouveauté. Il y a une forme de saturation. Tout ça. Exactement. Donc, on a l'impression qu'on a besoin d'oxygène. Nous avons besoin, en tant que Sao Toméens, d'oxygène, d'une manière plus ouverte de penser Sao Tomé et Principe, d'avoir une vision. Ne pas penser Sao Tomé et Principe seulement en fonction de nos intérêts, que ce soit de groupe ou des intérêts, des lobbying, etc. Penser Sao Tomé et Principe avec une vision globalisée, voir Sao Tomé inséré dans le monde, c'est-à-dire Sao Tomé dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que le pays représente pour le monde, qu'est-ce qu'elle peut faire pour le monde et qu'est-ce que le pays peut recevoir pour le monde. Donc c'est cette difficulté-là. Donc Sao Tomé et Principe, au-delà de cette classe politique, entre eux, en 45 ans, il s'est créé des clivages politiques terrible. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un cercle vicieux de vengeance et de règlement de comptes entre ces messieurs et dames, n'est-ce pas, qui viennent de la même lignée politique, ce qui fait qu'au lieu de se concentrer pour les choses importantes, notamment le développement du pays. Vous faites de la politique politicienne. Exactement. Et le seul profil, sans arrogance, qui peut justement rompre avec cette histoire de haine, de règlement de comptes, de haine et autres, c'est des profils justement qui viennent du monde humanitaire ou de la société civile, parce que nous n'avons pas de passif, nous n'avons pas de contentieux avec quelconque parti politique. Et puis il y a cette proximité avec exactement, la population. Nous arrivons à travailler mal ou bien avec toutes les forces politiques à Sao Tomé. Personnellement, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis conseillère d'un ministre en exercice qui appartient à une autre force politique. Donc vous voyez, les Verts de Sao Tomé et Principe et moi, personnellement,
Nous n'avons pas de contentieux. Vous n'avez pas de contentieux avec l'ADIM? Aucun contentieux. Que reprochez-vous à la gouvernance du président Evaristo Carvalho? Écoutez, la monotonie, la lenteur, le manque d'interaction avec la population. Il faut savoir que notre pays, 65% de la population a moins de 25 ans. Depuis que mon président a été élu, je ne l'ai jamais croisé, ni dans une visite de l'hôpital, ni dans l'hôpital psychiatrique, ni jamais croisé. Donc, ma génération se demande si le palais présidentiel est devenu une maison de retraite. Donc, si on est élu, voilà, si on est élu président de la République, le président de la République doit être le président de la République de tous les citoyens et non pas président de la République pour un groupe de personnes ou un président de la République. Un président ouvert, proche du peuple, surtout que vous n'êtes pas nombreux. Exactement. Donc nous, notre pays, ce que le peuple, la jeunesse, parce que mon électorat, c'est la jeunesse qui représente 65%, et les femmes, nous, ce que nous voulons, c'est une présidence dynamique, proche du peuple, une présidence presque maternelle ou paternelle, une présidence qui va rassembler le peuple sao-tomien et éviter absolument la continuité de cette division, parce que notre peuple, avec des années de crises politiques et des haines entre ces partis classiques, a créé un clivage dans notre société. Et mon rôle, la mission que mes compatriotes me donnent par plusieurs messages, c'est qu'on arrête ce cercle vicieux. Cohésion nationale à tout prix. Nous avons besoin d'être ensemble. Il y a un problème de cohésion. Cohésion nationale, absolument. Dans votre pays, comme chez nous actuellement, le débat il est pesant. On vient de créer un ministère en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion. Exactement. Nous avons un problème de cohésion nationale, même si notre pays n'a pas d'histoire de passif de terrorisme et de guerre armée. Comme je disais, nous sommes très passifs. Nous avons une révolution dans l'ère coloniale. Il y a eu un mort. On ne sait même pas comment la personne est décédée. C'est pour vous dire non. De ce côté-là, nous n'avons pas. Mais la cohésion nationale, pourquoi? Quand vous avez deux blocs, ceux qui ont appartenu à la Première République et ensuite ceux qui sont venus pour la Deuxième République et qui se sont enlisés dans les conflits interminables qui se transmettent de génération en génération, nous disons il nous faut peut-être une Troisième République. Une troisième voie pour réconcilier... Exactement. Un profil qui n'est pas d'ajout de compte à faire ni avec la partie à gauche, ni avec la partie... Qui peut parler à tout le monde. Qui peut parler avec tout le monde et qui va se concentrer sur l'intérêt du pays et sur le développement du pays. S'il y a une décision à prendre, on le prend en toute connaissance de cause et dans l'intérêt du pays, et non pas pour faire plaisir au camp A et au camp B. Et c'est ce drapeau que je vais porter au nom de tous les Sao-Tomiens qui me font confiance jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que nous allons y arriver, certainement. Et vous pensez que les idéologies, ça compte encore dans nos pays, un parti vert. C'est très important. Évidemment, dans nos pays, étant donné le niveau de développement qui n'est pas comparable à des pays occidentaux ou plus avancés, dits plus avancés, nous ne devons pas appliquer les idéologies écologique de la même manière comment ça se fait en Norvège, au Portugal ou en France, par exemple. Nous n'allons pas mettre des vélos électriques alors que nous avons encore des cratères sur nos routes, nous avons encore un travail immense à faire sur des questions d'urbanisation, sur tout ce qui est réseau routier, etc. Non, l'idéologie verte s'adapte aux réalités de chaque pays, s'adapte à la culture de chaque pays, s'adapte tout simplement au niveau de développement de chaque pays. Dans le cas de Sao Tomé et Principe, vous devrez imaginer que le tourisme, c'est une des activités économiques les plus importantes pour les archipels de Sao Tomé et Principe. Donc, il est primordial qu'on fasse la bonne gestion, par exemple, des zones côtières. Éviter d'utiliser les sables dans les plages pour la construction civile d'une manière désordonnée, car aucun touriste paye plus de 1 000 € de billets d'avion pour venir mettre sa serviette sur des cailloux.
hein, il faut le dire. Donc ici, il est important de penser dans tout ce qui est protection de la zone côtière, les zones qui sont dégradées, il faudrait avoir des programmes de compensation de l'environnement, c'est-à-dire essayer de réparer au maximum et gérer tout ce qui est zone côtière, etc., etc. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un pays qui a une nature luxuriante. Ce n'est pas une exception, mais nous avons des particularités que nous n'aurons pas le temps de spécifier ici parce que c'est des espèces bien caractéristiques, spécifiques et d'une valeur scientifique immense. Nous, les Verts, nous travaillons dans le sens que nous puissions avoir des laboratoires, des universités de recherche spécifiques, hein, d'où les spécialistes du monde entier pourront venir étudier nos espèces, etc., et mettre au profit du pays et breveter un jour aussi. C'est aussi comme cela que le pays peut gagner et s'enrichir. Donc vous voyez, ça a tout son sens, mais à condition d'adapter les idéologies aux réalités de chaque pays. Hein. Nous, pour Sao Tomé et Principe, nous sommes en bonne voie. Ça motive beaucoup la jeunesse et je pense que nous allons aussi, parce que nous avons une particularité, c'est que nous arrivons à recueillir la sympathie même des membres d'autres partis politiques. Ah oui. C'est-à-dire ce que nous défendons, le travail souvent que nous faisons, c'est pratiquement du travail d'intérêt général. Hein, qui ne voudrait pas que son pays ait des arbres, de l'ombre, avoir une plage propre, parce que Sao Tomé et Principe, nous ne pratiquons pas le tourisme de masse, mais le tourisme de luxe, n'est-ce pas? Donc il est important que le tourisme soit excellent. Donc tout ce qui concerne la protection de l'environnement, c'est dans l'intérêt de tout citoyen. Donc résultat, nous sommes en train de conquérir le cœur des autres militants, d'autres partis. Puiser dans l'électorat des autres. Il est nécessaire, c'est très bien. Alors, l'élection présidentielle, c'est en juillet 2021, c'est bien ça? C'est prévu pour juillet 2021. La date n'a pas été encore fixée. L'après-campagne commence en février. C'est prévu pour février de cette année. Donc tout le monde est en préparation et en contact et pour voir comment nous pouvons passer cette phase de la meilleure manière possible. Pour ma part, c'est des petits clins d'œil à nos futurs partenaires, voir de quelle manière nous pouvons travailler ensemble. Il faut savoir que depuis 45 ans, pratiquement la politique de Sao Tomé et Principe est tournée vers l'Occident. Donc, comme je vous disais, je fais partie de cette génération de politiciens, d'activistes politiques panafricains. Nous souhaitons diriger aussi la coopération et le travail vers le continent africain, vers nos sources, hein, parce que nous vous observons immense, hein, beaucoup de fois, tout ce qui se passe en Afrique. D'ailleurs, je vais en profiter pour féliciter le président, son Excellence, le président du Faso, hein, M. Roch Kaboré. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, je serais navrée si j'ai écorché son nom, mais je pense que c'est son Excellence Roch Kaboré. Féliciter pour la gestion et la manière dont vos élections ici ont déroulé, parce que nous, là-bas, on vous regardait, et notre crainte, c'était que au Mali, ça ne se passait pas très bien. C'était une inquiétude. Nous avions peur que cela soit contagieux aussi au Burkina. Et grâce à Dieu, grâce aussi à l'opposition, aux membres de gouvernement, enfin, tous ceux qui ont fait que cette élection se déroule sans grand drame, hein, et que les résultats puissent être acceptés par les deux parts dans la tranquillité, sans choses très désagréables. Pour nous, sachez que ça nous rend plus fiers. Hein. Ça n'a pas toujours été le cas chez vous? Les élections acceptées de tous? Sao Tomé et Principe est considéré comme un des meilleurs élèves dans la question de la démocratie. Comme je vous disais, nous n'avons pas des habitudes de conflits très durs ou au point d'engendrer la mort d'un citoyen. Néanmoins, nous suivons avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans le continent. Dans la plupart des pays africains, les élections sont source de crise, hein, malheureusement. Sont beaucoup de crises, souvent avec mort d'homme, ce qui est dommage. Et je vais en profiter pour laisser un message à tous mes frères africains.
Sachez qu'à chaque fois qu'on s'entre-déchire, à chaque fois qu'on s'entretue, à chaque fois qu'un pays africain ne s'entend pas avec un autre pays africain, à chaque fois que des frères et sœurs africains, on se bat entre nous, on se déchire, il y a une tierce personne qui en profite. Clairement. Donc, faisons tout ce qu'on peut, pour plus douloureux que cela soit, prenons toujours le chemin du dialogue. Finalement, est-ce que vous croyez en la démocratie comme modèle qui nous permet justement de développer nos États? Est-ce que quelque part aussi la démocratie, ce n'est pas l'autre piège tendu à l'Afrique aussi qui... Écoutez, la grande question est de savoir est-ce que la démocratie s'applique à tous les peuples? Est-ce que la démocratie qui s'applique aux États-Unis est la même démocratie qui s'applique, par exemple, à Sao Tomé et Principe? Est-ce que la démocratie qui s'applique à Sao Tomé et Principe est la même qui se pratique en Angola? Je ne pense pas. Encore une fois, chaque peuple doit choisir quel est le meilleur chemin, quelle est sa meilleure politique. Parce que quand on fait une analyse, qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, c'est un système de contre-pouvoir où le peuple et ses dirigeants arrivent à trouver toujours un terrain d'entente de manière que ça puisse satisfaire la majorité. C'est comme ça que j'interprète la démocratie. Mais voyons, est-ce que l'attitude d'un peuple sao-tomien est la même attitude, la même histoire que le peuple du Libéria, par exemple? C'est une question de culture aussi. Voilà. Donc, je pense que la démocratie, la base en elle-même de la démocratie, c'est à garder. Il faut toujours laisser, je fais l'apologie de la liberté de penser, la liberté de parler, d'expression, la liberté de proposer et la liberté aussi d'écouter. Parce que ma liberté s'arrête là où commence celle de mon voisin, n'est-ce pas? Donc, pour moi, c'est l'équilibre. C'est à chaque peuple, chaque pays, de trouver cet équilibre-là. Ça se trouve, nous, notre démocratie, c'est une démocratie à la sao-tomienne. Souvent, nous sommes dans les positions, je dis souvent, dans les débats, que parfois, nous appliquons la démocratie quand ça nous arrange. Nous avons la liberté d'expression quand on nous arrange. C'est la démocratie par convenance, la liberté d'expression par convenance. Donc, pour moi, la vraie démocratie, c'est pas ça. Quand on soit au pouvoir ou dans l'opposition, la liberté d'expression doit maintenir, la liberté de choix doit maintenir et souvent, si nécessaire, faire appel à ce qu'on appelle un référendum pour des grandes décisions. Et aussi, ça permettra de faire participer les citoyens, que le peuple se sente responsable aussi du chemin que prend son peuple. Parce que si on continue à rendre le peuple comme des enfants, ils ne sont responsables de rien. Il n'y a que les dirigeants qui sont responsables. Je pense que ce n'est pas une bonne option aussi. Chaque citoyen doit se sentir responsable pour le niveau de développement de son pays, s'engager, exiger plus de la personne, du fonctionnaire public. Il faut savoir que chez nous, un ministre, c'est un fonctionnaire public. Il est au service des citoyens et qu'ils n'essayent pas d'inverser les rôles. Parce que souvent, on a l'impression que c'est le peuple qui est au service des dirigeants. Donc, il faudrait inverser cela aussi. Pour plus douloureux que ce soit, il faudrait que chaque citoyen comprenne que même quand il est en retard, quand il arrive 30 minutes en retard au travail, ça a un effet domino sur tout le service et qui a des conséquences sur tout le service. Donc, notre attitude, notre vie de tous les jours compte aussi pour le développement de notre pays. Adoptons une attitude positive et productive et non une attitude de pauvreté. Parlant de démocratie, ça vous fait quoi quand vous voyez ces images qui nous viennent donc de l'un de ces pays qualifiés de modèle dans cette démocratie? Vous parlez des États-Unis. Ces pays dits modèles. Encore une fois, on a essayé pendant des générations de nous mettre en tête que certains pays, entre guillemets, sont des sauvages, ne sont pas civilisés parce qu'ils ne font pas ceci, etc. Ça dépend encore une fois de ce qu'on appelle des pays dits avancés ou ultra-démocratiques. Mais pour ne pas rentrer dans ces débats idéologiques, purement idéologiques, je voudrais simplement dire que ce que nous assistons
aux États-Unis. Je suppose que c'est le pays dont vous souhaitez que l'on parle. C'est une alerte à tous ceux qui sont tentés de parier sur des profils politiques à tendance fasciste, à tendance tyrannique, extrêmement populiste. Est-ce que ce n'est pas aussi, justement, l'alerte, ce n'est pas aussi de dire, attends, on a voulu essayer quelqu'un qui transgressait, qui n'était pas dans les classiques comme on le connaît habituellement, mais l'homme, il a sa particularité. Est-ce que, apparemment, les Américains ont voulu expérimenter autre chose et le résultat aussi est là? Oui, l'Américain voulait expérimenter non un profil dit atypiquement parlant ou un homme d'affaires, non. Le président des États-Unis, il faut le dire, pour ceux qui connaissent son histoire, a une ligne idéologique. Même s'il vient du monde des affaires, ce monsieur a une ligne politique bien claire. C'est un républicain avec une histoire sur le clivage des races entre riches et pauvres bien clair. Non seulement son discours, sa manière de parler des femmes, de la société civile et tout le reste, il y avait toute une raison déjà pour nous mettre la puce à l'oreille et dire attention, il ne s'agit pas d'un homme d'affaires classique, libéral, etc. Il a quelque chose en plus qui mérite notre attention. Je ne suis pas médecin, n'est-ce pas, pour faire un bilan de santé psychologique, mais dès le départ, j'ai fait partie de ceux qui observaient avec beaucoup d'attention, y compris la gestuelle, y compris le comportement en tout. C'était pas très rassurant. Mais le peuple américain a décidé, ça les a permis d'observer et voir jusqu'aujourd'hui. Dans des réunions politiques, nous faisons de blagues en disant que peut-être que le président Trump a hérité quelque chose de quelques dirigeants africains. N'est-ce pas? Il faudrait qu'on exporte quelque chose. Alors, vous êtes donc candidate à la présidentielle dans votre pays. Oui. J'ai parcouru votre manifeste, c'est un véritable réquisitoire finalement contre la gouvernance. Il est quelque peu apocalyptique quand même. Non, ce n'est pas apocalyptique, c'est réaliste, très réaliste. Quand je vous dis ce sentiment de haine, ce sentiment de vengeance entre les clans, c'est quelque chose de véritablement inquiétant. Et cela ne date pas d'il y a 4 ans, de 3 ans ou de 10 ans. C'est quelque chose qui est né depuis 1975 et qui se perpétue entre partis politiques. Il faut savoir qu'en 45 ans d'indépendance, les Verts, nous sommes les seuls partis politiques qui a été créés non pas par des dissidents d'autres partis politiques, mais par des activistes, les gens qui viennent du monde humanitaire, les gens qui viennent du monde des droits de l'homme, etc., etc. Tous les autres partis depuis 1975 sont dérivés du premier parti politique. Entre eux, il y a eu fâcherie. Ils sont allés créer un autre parti. Et entre eux, il y a eu fâcherie, ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a une cascade de haine, de vengeance et de rancœur. Et c'est ce climat qui fatigue tout le peuple sao-tomien. Non, ce n'est pas apocalyptique, c'est inquiétant. La jeunesse a besoin vraiment d'avoir une perspective de vie future un peu plus agréable. Comme je vous disais tout à l'heure, 65% de la population a moins de 25 ans. C'est beaucoup de gens qui auront besoin de formation, de logement, de travail. Et si nous ne faisons rien pour stopper ce clivage inutile, parce que je considère cela d'une futilité politique, mais incroyable. Mais vous savez, les hommes, quand ils sont entre eux, il y a toujours le combat de coq. Il faut souvent un profil féminin pour dire, messieurs, faisons une trêve, faisons une pause dans l'intelligence du mal, essayons d'avoir l'intelligence du bien. Notre peuple a besoin de nous. Et je suis celle qui est en position de faire cela
parce que j'ai déjà pu prouver le niveau de patriotisme. Il faut savoir que le patriotisme, ce n'est pas la capacité de se servir de son pays, mais la capacité de se sacrifier pour son pays. Et cela, j'ai pu le prouver et je suis prête et je dédie le reste de ma vie à mon pays et mon peuple le sait absolument. Donc nous devons absolument arrêter cette haine qui divise les familles, les amis, dans l'administration publique, dans les tribunaux. Il faudrait absolument qu'on arrête cette idéologie que si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Nous ne sommes pas nombreux et moi, je porte ce drapeau de l'union, de la cohésion nationale pour pouvoir avancer. Voilà ce message. Et vous dites donc, tournons la page pour construire ensemble un nouveau Sao Tomé-Principe. Oui. Oui. Mais pour convaincre les Sao-Toméens, oui. il faut plus que de la poésie, il faut de l'offre politique. Il faut de l'offre politique. J'ai un programme politique court, efficace et concis. Donc, ce n'est pas encore publié. Il y a 7 points nécessaires pour commencer la transformation de Sao Tomé-Principe. Ces 7 points, avant les élections, avant la campagne officielle, seront publiés. Il faudra du courage, il faudrait des sacrifices et je suis certaine que mon peuple comprendra. Il y aura des réformes très importantes, pour plus douloureuses qu'elles soient, elle est nécessaire. C'est la condition sine qua non pour qu'on puisse sortir de ce surplace. Il faudrait absolument que Sao Tomé-Principe puisse faire un pas en avant, en tranquillité, avec oxygène pur, sans pollution, de préférence, et qu'on puisse tous avancer en sérénité, comme une grande famille. Elle est là, la proposition que je fais. Oui, c'est une transformation technique. Il y a tout un programme qui a déjà été fait, parce que nous savons ce qui ne va pas. Nous avons besoin de réformer la justice. Nous avons besoin de la réforme de la fonction publique. Nous avons besoin de réformer le système d'éducation. Nous avons besoin de réformer tout ce qui est loi électorale. Donc, nous avons besoin aussi de faire la révision de la Constitution de la République, parce que la dernière révision a été faite en 2013 et elle ne correspond plus aux nécessités d'aujourd'hui. Donc, avant de toucher Juste 7 ans après la Constitution? Oui, il est nécessaire qu'on fasse la révision de la Constitution de la République de Sao Tomé-Principe et je fais partie de ceux qui, avant de commencer la réforme de la fonction publique, de la loi des partis politiques et toutes les lois ensuite, on a besoin absolument de revoir la Constitution de la République. Il y a certains points qu'on a besoin de faire des remaniements, si on peut le dire, des ajustes. Désolé pour mon français. Pas pour consacrer des mandats à vie. Non, surtout pas. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours... je n'arrive toujours pas à comprendre, parce qu'un dirigeant qui travaille énormément, il ne voudra surtout pas rester au pouvoir 30 ans. Ce n'est pas possible. Parce que quand on travaille jour et nuit, tous les jours, à trouver des solutions, croyez-moi, au bout de 5 ans, c'est du lourd. Parce que vous mettez de côté votre vie. Les chantiers ne finissent jamais et pourtant, il faut les finir. Non, il faut savoir faire son travail. Je pense que je fais partie des profils des dirigeants qu'on peut appeler les dirigeants bâtisseurs, réformistes. Donc, ce type de profil, nous n'avons pas besoin de rester 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il faut juste avoir un programme pragmatique. Exactement, pragmatique, commencer, ouvrir, déblayer le chemin, réformer. Celui qui va pleurer, il pleure, celui qui rit, il rit. Mais il faut faire des réformes cruciales pour qu'un pays puisse avancer. C'est quoi le problème de votre fonction publique? Écoutez, elle est politisée? Elle est politisée, et puis il faut savoir que la fonction publique à Sao Tomé, c'est le secteur qui emploie plus
des Sao-Tomiens, ce qui crée une certaine dépendance du secteur de l'État, de l'appareil de l'État, et c'est un poids pour le coffre de l'État. Nous, Sao Tomé et Principe, en tout cas la politique que je défends, c'est parier sur le secteur privé, c'est-à-dire avoir plus de chefs d'entreprise, plus de projets d'entrepreneurs, avoir des politiques qui puissent faculter ou faciliter l'investissement privé étranger, de manière à dégorger un petit peu la fonction politique, la fonction publique, et que cela puisse créer de l'emploi, etc. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'État sao-tomien qui emploie plus de ça amène justement peut-être à la réforme du secteur de l'éducation aussi, peut-être pour adapter les contenus. Voir le secteur de l'éducation dans le domaine privé. Nous avons besoin d'universités hautement spécialisées. Nous avons, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé du secteur de la santé, spécifiquement dans tout ce qui est recherche, biotechnologie, etc. Donc, nous avons besoin de secteurs bien spécifiques et adaptés à notre pays. Donc, le secteur de la santé est très important, la biotechnologie très importante. Il faut savoir que ce secteur-là, dans le monde autre, avance très vite. Il ne faudrait pas que Sao Tomé subisse les expériences qui viennent d'autres pays, mais justement qu'on soit le moteur, qu'on puisse contrôler cette technologie-là. On parle déjà de la nanotechnologie. Il faudrait créer des lois, justement. Pourquoi réformer les lois? Il faudrait créer les lois qui puissent, OK, on va développer ce secteur-là, mais quelles sont les lois qui encadrent? Comment allons-nous protéger notre population? Comme toute expérience, la chose peut s'échapper du laboratoire. Quels sont les mécanismes pour protéger la population? Quelles sont les précautions nécessaires à prendre pour justement limiter ou encadrer toute forme d'échappatoire ou de risque qui pourrait venir après. Mais tout cela pour vous dire que nous avons absolument besoin d'investir dans le secteur privé. Nous avons spécifiquement le secteur de la santé, le tourisme, le BTP, le transport, tout ce qui est lié, il y a le secteur du pétrole, il y a l'agro-industrie. Vous voyez, donc c'est tous ces secteurs-là que nous souhaitons justement développer et ouvrir au secteur privé et d'investissement privé étranger. Donc, pour dégorger justement ce poids qui est la fonction publique. Et même pour les Sao-Tomiens, ça va les permettre aussi de travailler autrement, d'être moins dépendants de l'État et aussi contribuer d'une autre façon et faire évoluer l'économie. Et par conséquent, le pouvoir d'achat augmentera et le Sao-Tomien pourra avoir une autre vision du futur, que cela soit pour son développement personnel, mais pour envisager le futur d'une manière plus agréable. Et n'oublions pas, investir à Sao Tomé et Principe, par la petitesse du territoire, Sao Tomé et Principe peut très bien servir comme une plateforme de démonstration, d'innovation, parce que quand on investit dans un petit milieu, l'investissement, premièrement, il est un peu amoindri, n'est-ce pas? Voilà, donc ça permet de faire une démonstration en miniature, vous comprenez, et si le système marche, qui peut être exporté vers les pays dans le continent plus grand, etc., etc. Ça peut servir de vitrine, voilà. Et puis, au niveau de sécurité, comme je vous le disais, ce n'est pas un pays dangereux. Un investisseur qui met, par exemple, le siège de son entreprise à Sao Tomé et Principe, il y a moins de risques, il n'y a pas de situation du jour au lendemain qui va perdre son capital, etc., etc. Et nous avons toute une liste d'avantages fiscaux pour justement motiver les chefs d'entreprise à parier sur Sao Tomé et Principe. En tout cas, le programme, visiblement, s'annonce assez alléchant et pour permettre à ce pays justement d'atteindre ses objectifs en termes de développement. Et vous croyez qu'en Afrique, on se fait élire sur la base des programmes? Comme je vous disais, Sao Tomé et Principe a une particularité. Le taux d'alphabétisation, elle est de 92%.
Donc les Sao-Tomiens, au-delà de la question financière, va prêter attention à tout ce que je dis, tout Le ce programme qui est écrit. déterminant. Exactement, Alors, vous vous posez donc un leader du changement générationnel? oui. Je représente cette figure qui va faire cette transition d'une génération à l'autre. Je tiens à préciser que ce processus de transformation générationnelle ne consiste pas à écarter les personnes selon son âge, mais si écarter les attitudes dites antiproductives, hein, pour le développement de notre pays. Donc, quelqu'un qui a 18 ans, mais qui a un comportement, une attitude de quelqu'un qui va mourir demain, on l'aime beaucoup. Il faut l'éjecter aussi. Non, on va le conseiller d'aller se reposer et se soigner. Quand il serait bien portant, la porte serait toujours ouverte. En revanche, quelqu'un peut avoir 70 ans, mais avoir une attitude de renouveler, ouvert d'esprit, prêt à conseiller, parce que nous avons besoin de ceux qui ont plus d'expérience aussi pour être à nos côtés, pour transmettre leur savoir, leur expérience. En fait, tout est une question d'attitude et d'une manière différente de faire de la politique. D'accord. Et là, ça va pas être évident pour vous, je suppose. Hein? Oui. L'adversité sera assez rude. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres figures là qui, de votre envergure pour ensemble justement aller faire face à cette adversité? Sans être arrogante, il faut savoir que c'est la première fois à Sao Tomé et Principe où un profil comme le mien, dans ma tranche d'âge, hein, la quarantaine, puisse oser faire face aux habituels profils, parce que c'est toujours les mêmes. Ça va pas être simple, hein? Rien n'est simple. Déjà que cette vieille classe ne vous a pas fait de cadeau, hein? Persécution, menace de mort, kidnapping. Aussi, manipulation des militants, de ceux avec qui je travaille. Mais vous savez, qu'est-ce qui est facile sur cette vie? Savoir encaisser. Il faut, surtout quand on rentre... Avoir la carapace, justement. Exactement, parce qu'il y a deux types de personnalités qui rentrent en politique. Vous avez des opportunistes, donc qui utilisent la politique comme un chemin pour faire leurs affaires. Et après, vous avez des ovnis, hein, des objets volants non identifiés, c'est-à-dire des personnes qui ont une conviction qui les dépasse. Et je fais partie de cette lignée-là. Donc, je ne rentre pas en politique partidaire parce que les affaires et autre chose. C'est par conviction. Il faut savoir que je viens d'une famille qui a toujours marqué l'histoire politique, l'histoire culturelle de Sao Tomé et Principe. Mon grand-père, premier ingénieur agronome de Sao Tomé et Principe, est celui qui a introduit la culture de l'ananas, donc Salustino Grassa do Spirito Santo. Nous avons des noms très longs, d'ailleurs, je n'ai pas pu donner. Voilà, il faut savoir que c'est un monsieur qui a lutté, grâce à lui aussi, en grande partie à lui, Sao Tomé et Principe est libre aujourd'hui. Il faut savoir que la première femme médecin, hein, c'est une tante, c'est ma tante, hein, qui a justement été aussi première femme ministre de la Santé de mon pays. Donc, ce sont des personnes qui ont travaillé pour la postérité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une statue de mon grand-père dans une des villes les plus importantes de Sao Tomé, la deuxième d'ailleurs, ça s'appelle Mesoche. Il y a là-bas la statue de mon grand-père. Le bureau et le site du Parti vert, c'est son héritage. La rue où nous sommes, c'est en hommage à la lutte qu'il a menée pour l'indépendance de notre pays. Il faut savoir que les tantes, toute ma lignée, on a une rue avec le nom de ma famille que je porte. Donc tout ça pour vous dire que je ne suis pas en train de travailler pour avoir un château en Espagne. Je suis en train de travailler pour peut-être un jour, quelqu'un pourra écrire une histoire, peut-être quelqu'un pourra donner... Écrire d'une nouvelle page de l'histoire de votre pays. Exactement. Et vous pensez qu'une femme a toutes ses chances à ce niveau de responsabilité, la présidence? Pourquoi pas? Pourquoi pas? À Sao Tomé, je dois reconnaître, nous avons toujours le même, hein, un groupe d'hommes, hein, récalcitrants, rigides, extrêmement rigides,
qui continuent à avoir certaines idées dites archaïques, je ne veux pas utiliser féodales comme Thomas Sankara, que j'admire beaucoup parce que j'ai beaucoup regardé et j'écoute énormément ses discours. Mais encore, nous avons bien sûr quelques hommes dans notre société et même des femmes qui ont une idée très rétrograde du rôle de la femme dans notre société. Heureusement pour Sao Tomé et Principe, nous avons aussi beaucoup d'hommes intelligents, beaucoup de femmes intelligentes qui participent durement et tous les jours dans la vie économique du pays. Et nous avons des femmes qui ont déjà démontré, fait preuve du travail bien fait. Maintenant, c'est de savoir, c'est même le peuple qui le demande. Le slogan actuellement, depuis la déclaration de ma candidature à la présidentielle, c'est que voilà, nous avons essayé un homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. Maintenant, on veut une femme. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui choque à Sao Tomé et Principe. J'espère que vous aurez l'occasion de savoir plus. Mais la question de la liberté des femmes ou l'émancipation de la femme saotomienne, nous ne pouvons pas trop nous plaindre en comparaison avec d'autres pays. Bien sûr, il y aura toujours du travail à faire. Il y aura toujours des idées dites très conservatrices. Mais je fais partie des femmes saotomiennes qui voulons démontrer que nous sommes complémentaires. Nous sommes vos partenaires, nous ne sommes pas en concurrence avec les hommes, nous sommes là justement pour compléter quelque chose et travailler ensemble. Aucune société n'ira loin laissant 51% de sa population de côté. Pour souligner cette phrase-là, je pense que c'est le président ou le représentant des Nations Unies, monsieur Guterres, Antonio Guterres, le secrétaire général. Voilà, qui a souligné cette phrase. Aucun pays au monde pourra atteindre le développement en laissant de côté la moitié de sa population. Et nous, les femmes, peu importe le secteur où on travaille, c'est une forme aussi de participer. Donc je pense que c'est quelque chose de sain. Un homme qui prend sa partenaire comme une compagne, une partenaire, une complice, échange des idées. Après tout, Dieu a créé l'homme et la femme. Pourquoi nous, les hommes, voulons-nous nous séparer et se battre entre nous? Non, nous sommes des compagnons de route. L'espoir est permis et on voit votre, en tout cas, combat, votre passion pour votre pays et on espère que les Sao Toméens comprendront justement votre engagement et accepteront de vous donner la magistrature suprême pour expérimenter justement votre vision. Je suis certaine que oui. Je suis certaine que oui. L'appel est lancé. D'ailleurs, depuis mon annonce publique, ça fait boule de neige. Donc, c'est plutôt rassurant. Et en même temps, je prends conscience du poids de la responsabilité. Voilà. D'accord. Merci. Nous sommes en fin d'émission. Merci beaucoup. Très vite. Merci encore d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci infiniment. Merci pour l'accueil, encore une fois, du peuple burkinabé, quelques partenaires que j'ai pu rencontrer dans l'espoir de travailler ensemble. Et j'espère sincèrement qu'on aura l'occasion, une fois que je serai élue, de développer la coopération entre le Burkina Faso et Sao Tomé et Principe, car nous avons beaucoup en commun, beaucoup à prendre l'un de l'autre. Et sincèrement, c'est un souhait de diriger la politique de Sao Tomé et Principe vers notre continent, échanger et s'entraider. Et bonne chance. Merci, infiniment. À bientôt. On espère être justement en juillet prochain là-bas pour voir un peu la température de cette élection présidentielle. Super, merci beaucoup. Ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité dans le fauteuil blanc. Dr Elsa Garrido, elle est présidente du parti Vert de Sao Tomé et Principe et candidate à la présidentielle sao-toméenne. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur notre chaîne. Bonsoir.